Comment la guerre et les minéraux se sont installés en RDC avant la loi? Puisqu'il y a beaucoup de lois. Pour vous qui m'avez déjà suivi autrefois, vous connaissez un peu ces différentes lois. Et donc ici, quand on parle aujourd'hui des lois américaines, des lois européennes, quand on parle de traçabilité de minéraux et de minéraux forcément, il faut absolument revenir en arrière pour en avoir la bonne compréhension et saisir tous les éléments en termes panoramiques. Il faut que nous, les Congolais, qu'on puisse comprendre absolument les enjeux liés au retour des Américains en République démocratique du Congo. Parce que si nous ne comprenons pas tous les contours, si nous n'avons pas l'intelligence sur le contrat ou sur les changements, alors croyez-moi, nous allons nous battre. Nous allons nous quereller. Bonsoir, compatriotes, vénérable JSM de luxe de Louloabourg. Je disais que si nous n'avons pas l'intelligence suffisante sur la bascule, sur le mouvement, sur le changement du monde, alors nous resterons toujours dans la cave et les autres seront dans des niveaux très élevés, comprendront, verront mieux les situations et nous resterons comme des fourmis en bas. Et donc, mon objectif est d'apporter de détails. Vous comprenez? J'apporte de détails. Nous tentons d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on voit pour peut-être vous amener à me rejoindre dans la compréhension du code, comme je peux dire, la compréhension du code de la route. Les codes qui font fonctionner le minerai, les codes qui font fonctionner l'économie. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Et donc, quand on parle aujourd'hui des lois américaines, des lois européennes, de traçabilité et des minéraux, il faut absolument revenir en arrière, car aucune loi n'est née par hasard. Aucune loi n'apparaît comme par enchantement. Une loi est toujours une réponse à un problème déjà connu. Ça, c'est déjà le premier point. Et les problèmes au Congo existaient bien avant la loi Dodd-Frank que j'ai expliquée l'autre fois. Nous allons encore ouvrir l'animal ou la bête pour nous amener encore davantage à comprendre les enjeux liés à cette loi qu'on appelle la loi Todd, section 1502. Depuis la fin des années 1990, l'Est de la République démocratique du Congo est devenu un espace de guerre permanente. Ici, il n'y a rien de nouveau. Mais cette guerre n'est pas seulement une guerre ethnique, ni seulement une guerre politique. C'est surtout une guerre économique. Voilà pourquoi les Rwandais s'est positionné à nos frontières, parce que la guerre est d'abord, premièrement, économique. Et donc, dans cette région, on trouve des minéraux très recherchés par l'économie mondiale. L'or, utilisé dans les finances et l'électronique. On trouve les coltans, d'où l'on extrait les tantales, indispensables ici pour le téléphone et les ordinateurs. Vous avez l'étain et vous avez également le tungstène. Et donc ces minéraux sont appelés plus tard minéraux
des conflits. Plus tard, ces minéraux sont appelés les minéraux des conflits. Non pas parce qu'ils provoquent la guerre, par nature, mais parce que leur vente finance évidemment la guerre. Voilà pourquoi on appelle ça le minerai des conflits. Et donc à cette époque, plusieurs acteurs se partagent ces richesses qu'on trouve en République démocratique du Congo. Vous avez des groupes armés locaux, des officiers corrompus, des réseaux commerciaux informels et surtout des armées étrangères, notamment venues de pays voisins que vous pouvez vous-même nommer facilement. Donc, ces armées entrent sur le territoire congolais, contrôlent des zones minières, prélèvent de taxes illégales, organisent les transports, et les transports de minéraux forcément vers l'extérieur, puis revendent ces minéraux sur le marché international. Et ici, il faut être très clair, chers amis, ce système ici n'est pas un secret des polichinelles. Dès le début des années 2000, les Nations Unies publient des rapports détaillés décrivant le pillage du Congo. Donc rien n'est caché. Des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire des associations internationales indépendantes, ont alerté sur les chaînes d'approvisionnement. Vous avez également des journalistes qui ont enquêtent et démontrent effectivement que le minerai congolais se retrouve dans les téléphones, dans les ordinateurs et les appareils électroniques vendus partout dans le monde. Et donc tout le monde le sait, les États le savent, nos voisins le savent, les entreprises le savent, les grandes puissances le savent, mais alors, pourquoi rien n'a changé autrefois? Rien n'a changé parce qu'à ce moment-là, les Congo n'étaient pas encore stratégiques. Les Congo étaient Congo tout simplement, et les grandes puissances regardaient autrefois surtout vers le pétrole du Moyen-Orient. Les grandes puissances regardaient plutôt les gaz, la sécurité militaire, la lutte contre le terrorisme, et plus tard la montée de la Chine comme puissance mondiale. Et le Congo, lui, était perçu à l'époque comme un problème humanitaire, un pays instable, une zone lointaine, un espace où la mort de millions de personnes, aussi tragique soit-elle, ne bloquait pas du tout l'économie mondiale. Et donc ce n'était pas un problème ni pour les Américains, ni pour les Français, ni pour les Anglais, ni pour les Gabons, ni pour la Côte d'Ivoire. Le Congo n'intéressait personne. Et donc, les minéraux du Congo sont utiles. Évidemment que ces minéraux sont utiles, mais ils ne sont pas encore indispensables dans les années 2000. Ils sont utiles, mais pas encore indispensables. Et donc, par voie des conséquences, les minéraux continuaient de sortir, les armes continuaient d'entrer dans le pays et la guerre s'autofinançait facilement parce que la RDC n'était pas encore stratégique entre 1990 et 1900 et 2015, 2000, etc. On va le voir. Et donc, étant que les entreprises pouvaient acheter ces minéraux sans être exposés publiquement, le système devait continuer sans problème. Mais à la fin
des années 2000, quelque chose va changer. Des organisations commencent effectivement à s'attaquer non plus aux groupes armés, mais aux entreprises elles-mêmes qui achetaient. Et ces organisations disaient quoi? Ils disaient que si vous achetez ces minéraux, donc, par voie des conséquences, vous êtes en train de financer indirectement la guerre. C'est à ces moments-là que la peur va apparaître dans les chefs de plusieurs entreprises. Des renoms. Pas la peur de la guerre au Congo. C'est pas ça qui donne la peur aux entreprises, mais la peur du scandale médiatique, des procès, de la chute des actions en bourse. C'est ça qui a fait peur aux entreprises. Parce que les organisations commençaient à dénoncer pourquoi achetaient-ils de minéraux alors que ces minéraux provenaient d'une zone de guerre. Et donc, c'est cette peur-là, la peur pour les entreprises occidentales, qui va donner naissance à une grande loi américaine. Très grande loi. Et cette grande loi, c'est ce que nous allons expliquer maintenant. Chers amis, pourquoi les États-Unis vont créer la loi qu'on appelle la loi Dodd-Frank, section 1502? Et donc, pour comprendre la loi Dodd-Frank, il faut changer des décors. On va changer des décors. Il faut quitter, évidemment, la forêt congolaise et entrer à Wall Street, les grands quartiers financiers de New York aux États-Unis. Il faut aller là-bas pour comprendre pourquoi la loi a été créée. Nous sommes en 2008. Le monde traverse la plus grave crise financière que vous avez connue, j'en suis sûr et certain. La plus grave crise financière depuis 1929. Et donc, des banques américaines s'effondrent. Des millions de personnes perdent leur emploi, des familles perdent leur maison et l'économie mondiale vacille. Nous sommes en 2008. Je crois que vous avez connu comme moi ce moment-là. Et donc, cette crise révèle une chose essentielle. Les grandes entreprises et les grandes banques fonctionnaient sans contrôle réel. Personne ne pouvait les contrôler. Et donc, c'est dans ces contextes que le gouvernement américain décide alors de créer une grande loi des réformes financières. Son objectif officiel était simple: contrôler les excès du système financier, protéger les consommateurs et restaurer la confiance. Et donc cette loi s'appelle la loi Dodd-Frank. En français, loi américaine de réforme financière et de protection des consommateurs. C'est ça la loi. Mais voilà, quand une grande loi est créée, plusieurs dossiers s'y attachent aussi. Parmi ces dossiers qui vont s'y attacher, il y en a un qui prend de plus en plus de place. C'est la question de minéraux venant des zones de guerre, notamment du Congo. Et à ces moments-là, des organisations humanitaires disent les minéraux utilisés par les grandes marques américaines financent de guerre. Des campagnes médiatiques dénoncent les sangs cachés dans le téléphone et les ordinateurs. Des actionnaires commencent à s'inquiéter de la réputation de leur entreprise. Et les entreprises américaines se posent une question très simple. Et si demain, on nous accusait officiellement de financer une guerre? Pour une entreprise américaine cotée en bourse, c'est un danger énorme. Danger juridique, donc des procès
danger financier, en d'autres termes, chute de la valeur en bourse, danger médiatique, donc image complètement ravagée, image détruite. C'est ici qu'il faut être très clair pour que nous puissions comprendre pourquoi les États-Unis reviennent au Congo. La loi Dodd-Frank n'est pas née d'un amour soudain pour le peuple congolais. Elle est née dans la peur des entreprises américaines d'être exposées. Alors, les législateurs américains vont adopter une solution bien particulière. Il ne dit pas que nous allons envoyer des soldats au Congo pour arrêter la guerre. Il ne dit pas non plus nous allons reconstruire l'État congolais. Il n'a pas dit ça. Mais les législateurs américains disent nous allons obliger nos entreprises à se protéger juridiquement. C'est ainsi que naît alors la section 1502, la loi Dodd-Frank, dans le but de protéger les entreprises américaines et non dans le but de protéger les Congolais. En termes simples, c'est une partie de la loi qui concerne les minéraux utilisés par les entreprises américaines lorsqu'ils proviennent des zones de guerre. Officiellement, l'objectif est noble, couper le financement des groupes armés, voilà pourquoi la loi a existé. Officiellement, l'objectif est noble, protéger les populations civiles. Ça, c'est l'objectif. Mais dans la réalité, l'objectif central est ailleurs. Ça veut dire qu'il est question de protéger les entreprises américaines contre les scandales et les procès. Voici l'objectif principal de cette loi Dodd-Frank. Ce n'est pas une loi pour protéger les Congolais, pour arrêter la guerre, mais c'est pour la protection des entreprises américaines, des scandales et des procès, etc. Et donc, la loi ne vise donc pas les Congos directement, elle vise les entreprises américaines. Et c'est un point fondamental à comprendre car désormais, si une entreprise américaine achète un minerai et que ce minerai provient d'une zone de guerre et qu'elle ne peut pas prouver son origine, elle devient alors juridiquement et moralement responsable. Ce changement est majeur. Avant cette loi, on pouvait fermer les yeux, on pouvait dire nous ne savions pas, et après cette loi, l'ignorance n'est plus acceptée. Donc, nul ne peut ignorer l'existence d'une loi. Cependant, ce qu'on allait voir très vite, c'est que protéger les entreprises ne signifiait pas protéger les Congolais. Et c'est précisément ces paradoxes que nous allons expliquer là, pour la bonne compréhension, ce que dit exactement la section 1502 de la loi Dodd-Frank et comment elle fonctionne réellement en pratique. Ce que dit exactement la loi Dodd-Frank, section 1502, à ce stade, une question reste centrale. Que dit réellement la loi Dodd-Frank? Pas ce que les gens croient, c'est pas ça qu'on cherche à faire sortir. Pas ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, mais ce que le texte impose concrètement. Ici, la loi Dodd-Frank est une loi américaine, vous l'avez compris. Elle concerne d'abord les entreprises américaines cotées en bourse, c'est-à-dire les grandes multinationales dont les actions sont vendues sur le marché financier des États-Unis. À l'intérieur de cette loi, il existe une partie bien précise, la section 1502, appelée en français « Dispositions sur le minerai
issus des conflits. Et donc, cette section vise 4 minéraux seulement, pas plus. L'étain, numéro 1, les tantales qui proviennent du coltan et le tungstène. Et puis, vous avez l'or. Et donc, ces 4 minéraux sont utilisés dans les téléphones, les ordinateurs, les voitures, les équipements industriels et militaires. La loi dit ceci en résumé simple. Si une entreprise américaine utilise l'un de ces minéraux, et si ces minéraux peuvent provenir d'une région en guerre autour du Congo, alors cette entreprise doit vérifier, documenter et déclarer l'origine exacte de ces minéraux. Autrement dit, l'entreprise doit d'abord enquêter sur sa propre chaîne d'approvisionnement. Et donc, cette enquête est appelée diligence raisonnable, ce qui signifie tout simplement une vérification minimale, sérieuse, que l'entreprise est obligée de faire pour prouver qu'elle n'achète pas des minéraux liés à la guerre. La loi ne dit pas il est interdit d'acheter des minéraux du Congo. C'est très important. La loi dit plutôt, si vous achetez, vous devez prouver qu'il ne finance pas des groupes armés. Alors, comment cette preuve doit-elle être faite alors? L'entreprise doit identifier ses fournisseurs, identifier le pays d'où viennent le minerai, vérifier les itinéraires du transport de ces minéraux et publier un rapport public annuel expliquant tout cela, que ça soit transparent. Il faut qu'on sache le lire, que chacun entre sur la plateforme et vérifie la provenance de l'or, la provenance du coltan, et on doit pouvoir, nous, les consommateurs, pouvoir avoir une visibilité. C'est nous qui achetons les téléphones, qui achetons les ordinateurs, on doit pouvoir voir, tracer d'où est venu ces différents minéraux utilisés pour créer des téléphones, etc. Et donc, ces rapports est envoyé à l'autorité boursière américaine, c'est-à-dire l'organisme qui surveille les marchés financiers aux États-Unis. À partir de là, 2 choses deviennent très importantes à comprendre. La première des choses, la loi fonctionne par la peur. Si vous ne le faites pas, vous êtes sanctionné. La peur de mentir dans un rapport officiel, parce que vous êtes surveillé. La peur d'être accusé de fraude, être attaqué en justice. La peur de perdre la confiance des investisseurs. Deuxième chose à retenir, la loi fonctionne sur le papier, pas sur le terrain. Elle vérifie surtout les documents, les certifications, les chaînes écrites, les déclarations des entreprises. Elle ne va pas creuser dans la mine au Congo pour savoir est-ce que les déclarations qu'on a matérialisées ici par cette entreprise est réellement vraies. Et c'est ici que se trouve le piège parce qu'on ne va pas chercher à la source. Et donc, face à cette nouvelle obligation, les entreprises américaines font un calcul simple. Qu'est-ce qui est le moins risqué pour nous? Et la réponse est très rapide. Aller creuser la vérité dans une zone de guerre compliquée, c'est très risqué. S'appuyer sur un papier voisin qui fournit des certificats et des papiers propres, c'est beaucoup moins risqué. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous me comprenez. Et donc, le résultat, c'est que les entreprises ne cherchent pas la réalité, elles cherchent la conformité juridique, c'est-à-dire être en règle sur le papier. Et donc, la loi Dodd-Frank crée donc un monde où les documents deviennent plus importants que la vérité. Et c'est
ces mondes-là que certains pays vont exploiter intelligemment, car très vite, une chose apparaît clairement, la loi protège avant tout la réputation des entreprises. Cette loi protège d'abord la réputation des entreprises, ça ne protège pas les Congolais, elle ne protège pas encore l'économie du Congo. Chers amis, nous allons voir comment cette loi en question, censée lutter contre la guerre, va provoquer un effet inverse, diabolique. Les départs des entreprises américaines du Congo, ils vont partir, et la création d'un embargo dit indirect sur le minerai congolais. Comment la loi Dodd-Frank a protégé les entreprises, mais pas la RDC? Lorsque la loi Dodd-Frank entre en application, beaucoup de Congolais pensent au départ que quelque chose va enfin changer. On s'est dit, si les entreprises ne peuvent plus acheter les minéraux de la guerre, alors la guerre va s'arrêter. Mais ces raisonnements supposent une chose importante à comprendre, que les entreprises agissent pour des raisons morales. Est-ce que les entreprises agissent pour des raisons morales? Or, les entreprises ne raisonnent pas d'abord en moralité. Elles raisonnent en termes de risque et non de la moralité. Et la loi Dodd-Frank introduit une nouvelle réalité pour elles, le risque juridique et médiatique. On n'en veut pas. Désormais, pour une entreprise américaine, acheter un minerai mal tracé peut entraîner un procès. Un mensonge peut provoquer une chute en bourse. Une enquête peut détruire une marque mondiale. Et donc, face à ces risques, les entreprises ont 3 choix possibles. Investir massivement sur le terrain congolais pour vérifier chaque mine, chaque transport, chaque intermédiaire. Deuxièmement, ou continuer comme avant et espérer ne pas être prise, ou alors quitter simplement les zones à problème. Et c'est la 3e option qui s'impose. Les entreprises ont préféré quitter la RDC, les zones à problème. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté la zone à problème? Parce qu'elle est la moins chère. Moins chère, nous quittons. La plus simple, nous quittons. Et juridiquement, la plus sûre. Résultat concret est que les entreprises américaines vont quitter progressivement l'Est de la République démocratique du Congo. Pas parce que la loi l'interdit explicitement, mais parce que le risque est jugé trop haut, trop élevé. C'est ce qu'on appelle un embargo des faits, c'est-à-dire pas une interdiction officielle, mais un retrait réel du marché. Les conséquences, nous sommes en 2010, entre 2010 et 2015. Les conséquences sur le terrain sont lourdes. Pour les populations locales, vous avez connu de fermetures de marchés, de pertes de revenus, fatalement, l'augmentation du chômage et paradoxalement, un renforcement des groupes armés qui prennent les contrôles total de l'économie informelle parce que les Américains ont quitté la RDC. La loi censée couper le financement de la guerre fragilise les acteurs légaux. Les acteurs légaux ont été fragilisés, mais va laisser un champ libre pour les réseaux illégaux. Et pendant ces temps, du côté des entreprises américaines, tout va mieux. Tout va mieux. Et donc, elles publient les rapports, tout va très bien. Elles affirment qu'elles n'achètent plus dans les zones à risque, tout va bien. Elles se félicitent de respecter la loi sur le papier. Elles sont conformes
leur réputation est protégée. Mais au Congo, la guerre continue, le minerai continue de sortir. Simplement, ils changent des circuits. Et c'est là qu'un nouveau phénomène apparaît. Le minerai congolais ne disparaît pas, mais on le contourne. Au lieu de partir directement vers des entreprises américaines, ils passent désormais par d'autres pays, par d'autres intermédiaires, par des réseaux plus opaques. La loi Dodd-Frank n'a pas supprimé le système, elle l'a déplacé. Vous comprenez? Elle a nettoyé l'image des entreprises américaines, mais elle a laissé intact le cœur du problème. Un Congo instable, sans contrôle total de ses ressources. Ces déplacements vont profiter à certains acteurs internationaux qui comprennent très vite une chose essentielle. Si les Américains cherchent des papiers propres pour laver l'image de leur entreprise, alors celui qui fournit les papiers va contrôler les commerces. Parce qu'ils ont besoin de certifications, ils ont besoin de traçabilité, et donc quelqu'un va leur fournir des documents dont l'administration américaine a besoin. Et donc, c'est précisément ce que nous allons voir maintenant avec l'arrivée massive de nouveaux acteurs et la montée en puissance d'un pays qui va devenir central, le pays qu'on appelle ici le Rwanda. Chers amis, sortie des entreprises américaines, vont venir en masse les entreprises comme les entreprises chinoises, les Indiens et d'autres acteurs. Ils vont remplacer les Américains. Quand les entreprises américaines commencent à quitter l'Est du Congo, un vide va se créer, mais dans l'économie mondiale, un vide ne reste jamais vide longtemps. Les minéraux congolais sont toujours là. La demande mondiale, elle, ne s'arrête pas. Le téléphone, les ordinateurs, les équipements industriels continuent d'en avoir besoin. Alors une question simple se pose, si les Américains partent, qui va prendre la place? La réponse est très rapide. Ce sont principalement des entreprises chinoises, des entreprises indiennes, des réseaux commerciaux libanais, d'autres acteurs asiatiques et moins orientaux. Pourquoi eux? Parce que la loi Dodd-Frank est une loi américaine. Elle ne s'applique pas aux entreprises chinoises, aux entreprises indiennes, aux sociétés qui ne sont pas cotées sur le marché financier américain. Ces acteurs ne sont donc pas soumis aux mêmes obligations, pas des rapports annuels à publier aux États-Unis, pas de pression directe des autorités boursières américaines, pas de risque de procès devant des tribunaux américains. En clair, ils peuvent acheter là où les autres ont peur d'acheter. Qui ont peur? Les Américains, les entreprises américaines. C'est ainsi que le pays minier congolais se transforme. Les entreprises américaines vendent leurs parts aux Chinois, aux Indiens, aux entreprises des Sud-Africains. Ils ferment des comptoirs. Les entreprises américaines se retirent discrètement. Ils laissent la République démocratique du Congo dans un chaos. Et pendant ces temps, les acheteurs non occidentaux renforcent leur présence, augmentent les volumes et intègrent les circuits informels. Mais il faut faire attention ici, cela ne signifie pas que la situation du Congo s'est améliorée. Au contraire, le Congo reste un fournisseur de matières premières brutes, sans transformation locale, sans industrialisation, sans contrôle réel sur les chaînes des valeurs. La seule chose qui change, c'est les drapeaux sur les camions.
Et pendant que ces nouveaux acteurs s'installent, un, un autre pays observe attentivement la situation. Un pays qui comprend très vite une chose fondamentale. Les entreprises occidentales ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent des documents qui les protègent. Ces pays que vous connaissez très bien s'appellent les Rwandais. Les Rwandais comprennent que le problème n'est pas les minéraux lui-même. Le problème, c'est l'origine déclarée du minerai. Si l'origine pose problème, alors il suffit de changer l'origine. Pas physiquement, dans la terre, mais juridiquement sur le document. Ainsi commence une nouvelle phase. Les Congo produit, le Rwanda certifie, puisque les entreprises ont besoin de ces certifications, de documents, et le monde achète. C'est ce mécanisme précis que nous allons détailler au chapitre suivant, cher ami, où nous verrons comment un pays presque sans ressources minières devient soudain un acteur central du commerce de minerais. Nous avons dit le Rwanda. Comment un pays presque sans minerais devient un centre minier régional? À ce stade, il faut poser une vérité simple, sans polémique, sans émotion. Le Rwanda est un petit pays. Son sous-sol ne contient pas de grandes réserves connues d'or, du coltan, d'étain ou de tungstène comparables à celles du Congo. Et pourtant, à partir des années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi Dodd-Frank, section 1502, les Rwandais commencent à apparaître dans les statistiques internationales comme exportateurs du coltan, exportateurs d'or, exportateurs de minerais dits certifiés. Est-ce que nous comprenons? Une question logique se pose ici. Comment un pays pauvre en ressources minières devient-il soudain un grand exportateur? La réponse tient en un mot clé que nous allons tout simplement expliquer simplement, les rôles d'intermédiaires. Et donc, quand les entreprises américaines quittent directement l'Est du Congo, elles ne quittent pas pour autant les marchés de minerais. Elles quittent les risques congolais. Les Rwandais apparaissent alors comme une solution idéale. Pourquoi? Parce que le Rwanda est politiquement stable et bien vu par les États-Unis et les pays occidentaux. Le Rwanda entretient des relations militaires et diplomatiques solides avec Washington. Et le Rwanda se présente comme un pays sérieux, organisé et discipliné. Et surtout, les Rwandais décident de mettre en place des systèmes de certification dont les entreprises américaines avaient tellement besoin pour se laver la conscience. La certification expliquait simplement ceci, un document officiel qui affirme que le minerai ne provient pas d'une zone de guerre et respecte certaines règles. Or, la loi Dodd-Frank accorde beaucoup d'importance aux minéraux. Si un minerai est accompagné d'un certificat, alors, pour une entreprise américaine, tout simplement, le risque diminue, la responsabilité juridique diminue, la conformité à la loi est plus facile à démontrer parce que le Rwanda vous a présenté un certificat authentique. Et donc, les Rwandais comprennent cela plus vite que les Congolais. Alors que le Congo est faible institutionnellement, manque des contrôles sur son territoire, n'a pas de système solide de certification. Les Rwandais centralisent les flux, organisent les formalités, présentent des dossiers propres
Ce qui se passe ensuite est progressif, mais très structuré, dans le sens, les minéraux sortent du Congo par des routes informelles, ils entrent au Rwanda, ils sont mélangés avec de petits produits locaux, ils sont transformés, raffinés ou simplement réexportés. Ils reçoivent des documents indiquant une origine rwandaise. Sur le papier, tout est légal. Sur le terrain, la réalité est totalement différente. Et donc, les rapports des Nations Unies, encore une fois, parlent de mélange de minéraux. Ils dénoncent de sous-déclarations, de réexportation massive de minéraux congolais. Il y a évidemment des dénonciations en cascade, mais un point est fondamental pour comprendre la géopolitique de l'époque, parce qu'il faut nous mettre dans la conscience des gens de l'époque. Les États-Unis savent. Les entreprises les savent aussi. Mais tant que les documents existent, tant qu'il y a la légalité de documents, tant que la loi Todd-Frank est respectée formellement, le système continue tout simplement. Salut camarade Recette 007. Le système continue et pas de problème. Pourquoi? Parce que en ces moments-là, c'est là qu'il faut comprendre. Le Congo n'est toujours pas stratégique pour l'économie mondiale. Les cobaltes et les cuivres n'ont pas encore déclenché la grande bascule énergétique. Parce que à ces moments-là, maintenir les Rwandais comme alliés régionaux est jugé plus important que de réorganiser le Congo. Et donc, le Rwanda devient ainsi un carrefour, un hub minier artificiel, un filtre juridique entre le Congo et les entreprises occidentales. Le Congo reste producteur, le Rwanda devient vendeur, les entreprises dorment tranquilles parce qu'ils détiennent des certifications. Mais ce système repose sur une condition essentielle, que la loi Todd-Frank, section 1502, soit la seule grande loi du jeu et que la traçabilité reste partielle, faible et contrôlable. C'est cette condition qui va commencer à disparaître avec le temps. Et c'est là que les choses vont changer profondément. Nous allons voir quoi maintenant? Les certificats Made in Rwanda ont permis de blanchir juridiquement le minerai, mais aussi pourquoi ces modèles vont progressivement devenir intenables. Le certificat Made in Rwanda, quand les papiers remplacent la vérité. Pour bien comprendre, il faut retenir une idée centrale très simple. Et donc, très simple, la loi Todd-Frank, section 1502, ne contrôle pas la mine. Elle contrôle les documents. Autrement dit, ce qui compte pour une entreprise américaine dès l'époque, ce n'est pas d'aller vérifier physiquement chaque trou minier en RDC, mais de pouvoir présenter des documents conformes aux autorités américaines. C'est là que le certificat entre en jeu. Un certificat, expliqué simplement, c'est un document officiel qui accompagne un minerai et qui affirme son origine ainsi que son caractère propre, c'est-à-dire sans lien avec la guerre. À partir du moment où un minerai est accompagné d'un certificat reconnu, l'entreprise peut dire « Nous avons respecté la loi Todd-Frank » et c'est exactement ce mécanisme qui va être exploité. Les Rwandais met en place des systèmes administratifs bien organisés, ce qu'il avait compris, enregistrement des exportateurs, délivrance des certificats, contrôle formel des flux déclarés,
des coopérations avec certains programmes internationaux de traçabilité. Sur le papier, le Rwanda devient un élève modèle, mais dans la réalité du terrain, une autre pratique se développe. Le minerai provenant de la RDC entre au Rwanda par des voies plus ou moins contrôlées, sont regroupés dans des centres de collecte, sont mélangés avec de petites productions locales, puis repartent vers l'extérieur avec une nouvelle identité administrative. C'est ce qu'on appelle, dans un langage simple, les blanchiments de minerais. Ce n'est pas un blanchiment chimique, c'est un blanchiment juridique et moral. Le minerai ne change pas de nature, le minerai change tout simplement de nom, et ce changement de nom est suffisant pour satisfaire la loi Dodd-Frank. Les entreprises américaines ne sont pas naïves. Elles savent que le Rwanda ne peut pas produire par magie autant de minerais. Mais elles raisonnent ainsi, nous avons un certificat, voilà, nous respectons la loi Dodd-Frank section 1502, notre responsabilité est couverte, donc nous n'avons aucun problème. Et tant que le Congo n'est pas stratégique pour l'économie mondiale, ce raisonnement est toujours et resté toujours acceptable. Il faut ici être très clair pour nous tous. Ce système ne protège pas les Rwandais. Le système ne protégeait pas les Rwandais. Le système protégeait plutôt les entreprises américaines. Les Rwandais a servi d'interface, des tampons, des zones de tranquillité juridique. Pendant ces temps, les Congos continuaient à perdre la valeur de ses ressources, à perdre des recettes fiscales, à rester enfermés dans l'instabilité. Mais ce système a une faiblesse majeure parce qu'il repose sur l'idée que la traçabilité peut rester partielle, les contrôles peuvent rester superficiels et que le monde se contente des documents. Or, cette situation va évoluer, ça va changer. Peu à peu, certaines grandes puissances comprennent une chose essentielle, on ne peut pas bâtir une transition énergétique mondiale sur de minerais flous, mal tracés et politiquement explosifs. À partir de ces moments-là, de nouvelles lois apparaissent, de nouvelles exigences s'imposent tout simplement, et surtout, la simple certification papier ne suffit plus. C'est là que commence le déclin du modèle rwandais des revenus de minerais. Et nous allons comprendre ça, comment les choses ont changé soudainement et comment les Rwandais vont se retrouver à la paille. Et donc, nous allons comprendre que ici, il s'agit d'un retour à la RDC, retour sur l'année 2010 pour comprendre ce qui se passe actuellement. Et aussi, nous voulons comprendre pourquoi la privatisation minière congolaise s'est faite à ces moments-là et comment elle s'insère dans ces jeux mondiaux. Chers amis, nous parlons d'abord de la privatisation, un élément très important que la plupart des Congolais ignoraient encore jusque-là. La privatisation minière en RDC autour de 2010, qui contrôle réellement le minerai? Pour comprendre, il faut faire attention à une chose essentielle. La loi Dodd-Frank, surtout sur le minerai artisanal de l'Est, alors que la privatisation concerne surtout les grandes mines industrielles du Sud, notamment au Katanga. Et donc, ce sont deux dynamiques différentes, mais elles se produisent au même moment historique et elles se complètent.
Revenons un peu en arrière. Après la guerre de la fin des années 1990, l'État congolais est extrêmement affaibli. Peu de moyens financiers, l'administration très fragilisée, l'armée mal structurée, une forte pression au niveau international. Dans ces contextes-là, les institutions financières internationales, c'est-à-dire les grandes organisations qui financent les États, expliquent au Congo une chose très simple: l'État ne peut plus tout gérer, il faut ouvrir le secteur minier aux investisseurs privés. C'est le début ici de la privatisation des entreprises en RDC. La privatisation expliquait simplement c'est quoi, ça veut dire quoi. L'État cesse d'exploiter directement ses ressources et confie leur exploitation à des entreprises privées, souvent étrangères. Au cœur de ces processus se trouve une entreprise historique qu'on appelle la Gécamine. La Générale des carrières et de mines, ancienne colonne vertébrale du cuivre et du cobalt congolais. Progressivement, certaines mines sont cédées, d'autres sont mises en partenariat. L'État devient minoritaire dans de nombreux projets et autour de l'année 2010, ce mouvement s'accélère. Pourquoi? Parce que le Congo a besoin d'argent rapidement. Les investisseurs cherchent des actifs à long terme. Les cuivres et les cobaltes du Katanga commencent à attirer l'attention industrielle. Mais attention, le cobalt, à ce moment-là, n'est pas encore stratégique pour les voitures électriques. Je dis que le cobalt, en ce moment-là, 2010, 2011, 2013, le cobalt, en ce moment-là, n'est pas encore stratégique pour les voitures électriques. Il est utilisé beaucoup plus dans l'électronique, dans certaines industries chimiques. Le cobalt est utilisé dans des alliages spéciaux. Rien de comparable avec ce qui viendra plus tard. Rien de comparable. C'est pour cela que les États-Unis ne se battent pas encore pour sécuriser la RDC dans les années 2010, 2011, 2013. On ne se bat pas encore. La Chine, elle, commence à avancer silencieusement, à entrer silencieusement en RDC. Les amis, vous pouvez m'aider à sécuriser le live. Je vois que ça commence. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Les amis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Regardez, chez moi, ici, ça commence à ralentir. Essayez un peu d'augmenter, sécurisons le live, ça commence à ralentir chez moi. Ça commence à ralentir. Ok. Juste, essayons d'arriver même à 10K. À 10K, ça va sécuriser. Je sais qu'il est tard, d'accord? Mais sécurisons-nous parce que c'est important ce que nous sommes en train de faire. Très important. Les amis, c'est pour cela que les États-Unis ne se battaient pas encore pour sécuriser la RDC autrefois, parce qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin de ce cobalt. La Chine, elle a commencé à avancer silencieusement, mais certainement. Les grands gagnants de la privatisation autour de 2010 sont des groupes chinois, quelques groupes occidentaux et des intermédiaires financiers internationaux. Mais une chose est fondamentale à comprendre. Les entreprises américaines ne reviennent pas massivement au Congo en ces moments-là. Pourquoi? Parce que la loi Dodd-Frank complique leur image à l'Est. Le Congo reste toujours instable et surtout le Congo n'est pas encore perçu comme un pilier de l'avenir énergétique mondial. Donc le schéma est clair. À l'Est, la loi Dodd-Frank
pousse les entreprises américaines à se retirer. Au sud, la privatisation ouvre la porte à d'autres acteurs, principalement non américains. Vous comprenez un peu la magouille? Le Congo devient ainsi un fournisseur de matières premières, sans contrôle fort de l'État, sans industrialisation locale, sans réelle transformation de ce minerai sur place. Donc la valeur se crée ailleurs, les décisions se prennent ailleurs, le Congo est en train de subir, mais encore une fois, tout cela tient à une condition essentielle. Le monde n'a pas encore basculé dans la transition énergétique. Je veux qu'on retienne ces mots. Je veux qu'on retienne ces mots. La transition énergétique n'a pas encore pointé son nez. Voilà pourquoi la RDC n'est pas encore considérée comme un pays pivot ou un pays stratégique. Tant que cette bascule n'a pas encore lieu, le Congo peut être important, mais il n'est pas indispensable. C'est exactement ces points que nous allons voir maintenant. Pourquoi en 2010, la République démocratique du Congo n'est pas encore un pays stratégique pour les grandes puissances? Pourquoi la République démocratique du Congo n'était pas stratégique en 2010? Ah ben, s'il n'est pas compris, si vous ne saisissez pas cet élément, alors le reste va paraître contradictoire. Vous n'allez pas comprendre. Et donc, ici, beaucoup de Congolais posent la question suivante. Comment un pays aussi riche a-t-il pu être abandonné si longtemps? La réponse est dure, mais elle est toute simple, cette réponse. Un pays stratégique, un pays est un pays stratégique quand son absence bloque le monde. Si ce pays n'existait pas, le monde est bloqué. C'est ça un pays stratégique. Et donc en 2010, ce n'était pas encore le cas pour la République démocratique du Congo. À cette époque, la grande transformation énergétique mondiale n'a pas encore commencé. Les véhicules électriques existent déjà, mais très peu. Ils sont rares, ils sont chers, en pleine expérimentation, marginalisés dans l'économie mondiale. Et donc en 2010, le nombre de voitures électriques vendues dans le monde est très faible. Elles représentent une part presque invisible du marché de l'automobile mondiale. Les grandes industries utilisent encore massivement le pétrole, on utilise le diesel, on utilise le gaz. Mais c'est faux car ils nous ont créé la guerre depuis 1997 pour nos minéraux. Oui, mais pas tous les minéraux, certains minéraux. Dont les industries avaient besoin pour des téléphones, pour des ordinateurs, pour la télévision, pour le GPS, mais ce n'était pas encore pour des voitures. Vous voyez, on ne parlait pas encore de batteries électriques. C'est cette dimension qui va faire basculer la RDC. Vous comprenez? D'accord, mais ce sont des véhicules. La puissance de l'Allemagne, c'est ces véhicules. La puissance de la France, c'est ces véhicules. La puissance des États-Unis, c'est ces véhicules. Ouais, ce sont des véhicules. Le monde entier, si vous vendez des véhicules, si vous êtes un constructeur de véhicules, vous vous imposez. OK? Voilà. Donc, l'ère de l'intelligence artificielle n'était pas encore là, n'était pas encore arrivée. Et donc, les grandes industries utilisent encore massivement le pétrole, le diesel et les gaz. Les batteries modernes, celles qui consomment énormément de cobalt et de cuivre, ne sont pas encore au cœur du système économique mondial. Et donc, en ces moments précis, le cobalt congolais est inutile.
Le cuivre congolais est important, mais ils ne sont pas encore vitaux. Les États-Unis, de leur côté, ont d'autres priorités stratégiques: sécuriser le pétrole du Moyen-Orient, gérer les conséquences de guerre en Irak et en Afghanistan, lutter contre le terrorisme international et contenir la montée en puissance de la Chine sur le plan militaire et économique. Ils ont d'autres chats à fouetter. Dans cette hiérarchie des urgences, le Congo apparaît comme un espace instable, un problème humanitaire majeur, mais pas comme un pilier du futur modèle industriel. Il faut ici comprendre une chose essentielle en géopolitique. Les grandes puissances ne stabilisent pas un pays par compassion, elles le stabilisent par nécessité, par stratégie. Et donc, en 2022, la nécessité n'existe pas encore. C'est pour cette raison que les rapports des Nations Unies qui dénonçaient autrefois les implications du Rwanda, les groupes armés, etc., n'aient changé absolument rien. Et les lois comme Dodd-Frank cherchaient autrefois surtout à protéger les entreprises américaines, et le Rwanda pouvait jouer le rôle d'intermédiaire sans être réellement inquiété. Le monde pouvait continuer à fonctionner même si la RDC restait instable, même si on comptait déjà de 5 millions, 7 millions de morts. Mais cette situation va changer brutalement. Ça va changer. À partir des années suivantes, un mot commence à bouleverser les équilibres du monde. Un mot revient souvent. Ça revient. Le mot, qui connaît les mots en question? Le mot qui revient souvent, qui va évidemment bouleverser l'équilibre, qui va changer l'histoire. Nous parlons bien évidemment ici de la transition énergétique. Ce n'est plus une option politique, ce n'est plus un choix politique, ce n'est plus un discours écologique, c'est une nécessité industrielle, nécessité économique et stratégique. Et cette transition repose sur un élément central, c'est la batterie. C'est la batterie qui va propulser les voitures électriques, stocker l'électricité solaire et éolienne, transformer les réseaux énergétiques. Et au cœur de ces batteries, on retrouve le cobalt, le cuivre et d'autres métaux stratégiques. Et donc, à partir de ces moments, la place du Congo change radicalement. Ce qui était hier important devient indispensable. Ce qui était hier tolérable devient inacceptable. C'est cette bascule mondiale que nous allons voir, expliquer tout simplement avec peu de mots. Comment la transition énergétique, les batteries et les véhicules électriques ont propulsé la RDC au centre du jeu géopolitique mondial. Ça, je pense que tout Congolais qui se respecte doit avoir cette connaissance. Et donc, la grande bascule mondiale, nous parlons de batterie, énergie et les retours en République démocratique du Congo, qui devient un centre, qui devient le cœur névralgique de l'économie mondiale, de la transition mondiale. À partir des années 2013 à 2015, quelque chose change profondément dans le monde. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un discours politique, c'est un basculement industriel réel. Les États, surtout les grandes entreprises et les puissances mondiales, prennent conscience d'un danger majeur. Les modèles
énergétique basée uniquement sur le pétrole ne peut plus durer. Les raisons sont multiples et se renforcent mutuellement. Nous avons la pression climatique, nous avons la dépendance excessive à certaines régions pétrolières instables, la volatilité du prix du pétrole et surtout la compétition technologique mondiale. Les amis, c'est à ce moment-là que la transition énergétique devient une stratégie de puissance. La transition énergétique explique simplement, c'est le passage progressif. Vous avez des énergies fossiles, nous parlons du pétrole, charbon, le gaz, ce sont des énergies fossiles, vers les énergies dites propres, électricité, solaire et éolienne. Mais cette transition a un cœur technologique précis, la batterie électrique. Et donc, sans batterie, pas de voitures électriques, pas de stockage d'électricité, pas de réseaux modernes. Et donc, et voilà les points clés que nous devons comprendre sérieusement, chers amis. Une batterie, ce n'est pas de l'air. Ce n'est pas de l'air, c'est du métal. Et pour produire des batteries modernes, il faut du cobalt pour la stabilité et la sécurité. Il faut du cuivre pour la conductivité électrique. Il faut du lithium, il faut du nickel. À partir de ces moments-là, la demande mondiale va exploser. Les ventes des voitures électriques augmentent chaque année. Les États-Unis fixent des dates pour la fin des moteurs à essence. Les grandes entreprises automobiles basculent leurs investissements. Et soudain, une réalité s'impose brutalement. La République démocratique du Congo détient l'essentiel des réserves mondiales du cobalt. Et elle est l'un des pays les plus riches en cuivre. Ce qui était secondaire devient central. Ce qui était tolérable devient stratégique. Le monde découvre que sans le Congo, en d'autres termes, sans la République démocratique du Congo, la transition énergétique sera bloquée. C'est là que le regard des grandes puissances vont changer, la perception, le paradigme, tout va basculer. Il va y avoir comme une découverte. Les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud comprennent une chose essentielle. Essentielle. On ne peut pas construire l'avenir énergétique sur des routes opaques, sur des minerais blanchis au Rwanda, sur des guerres permanentes. À partir de ce moment-là, la simple certification papier ne suffit plus. La traçabilité réelle devient indispensable. La dépendance aux intermédiaires devient très dangereuse. Et c'est ici que le modèle rwandais commence à poser un sérieux problème. Le Rwanda n'est plus producteur majeur. N'est pas producteur majeur. Le Rwanda est un intermédiaire. On passe par le Rwanda. Or, dans un monde stratégique, les grandes puissances veulent contrôler la source, pas le passage. C'est aussi à ce moment que la rivalité entre grandes puissances change de nature. Ce n'est plus seulement une rivalité militaire, c'est une guerre économique et technologique. Et dans cette guerre, disposer d'un accès direct aux minéraux devient aussi important que de disposer de pétrole au XXe siècle. Aussi important que d'avoir l'Arabie Saoudite pour soi au XXe siècle. Aussi important que d'avoir l'Arabie Saoudite pour soi.
disposer d'un accès direct aux minéraux devient aussi important que d'avoir le gaz aujourd'hui du Qatar. Devient aussi important que d'avoir le pétrole aujourd'hui de l'Arabie Saoudite ou la réserve du Venezuela. Vous comprenez? Et donc, le Congo entre donc dans une nouvelle catégorie de pays. Il change des catégories pays problèmes, pays de guerre, à 150 ou 2000 groupes armés. Le Congo passe d'un pays à problème. Le pays devient un pays indispensable. Donc, le pays pivot pour la transition énergétique. Or, un pays indispensable ne peut plus être traité comme un simple chaos lointain. Ce changement va produire deux effets immédiats. 1. L'entrée en scène de nouvelles lois, notamment en France, pour contrôler les chaînes d'approvisionnement. 2. La mise en place d'infrastructures stratégiques en RDC pour éviter les détours, les mélanges et le trafic. C'est ce cadre nouveau qui va progressivement réduire ici l'espace des manœuvres du Rwanda, qui va réduire, qui va forcer les entreprises à se rapprocher directement du Congo et transformer la géopolitique régionale. Et donc ici, nous allons voir comment les lois européennes viennent renforcer la loi américaine qui protégeait non les Congolais, cette loi américaine qui protégeait les entreprises américaines, ça ne protégeait pas les Congolais. Et pourquoi cette fois, le contournement devient presque impossible? Chers amis, les lois européennes, quand l'Europe verrouille ce que la loi américaine avait laissé ouvert. Jusqu'ici, un élément expliquait pourquoi les systèmes de contournement fonctionnaient encore. Parce que la loi Dodd-Frank était essentiellement américaine. Ça concernait que les entreprises américaines. Cela signifie une chose très simple. Les entreprises américaines étaient contraintes, mais une grande partie du marché mondial ne l'était pas encore de la même manière. Parce que la loi touchait les entreprises américaines. Et donc, c'est ce vide que certains pays comme le Rwanda ont exploité pendant des années. Mais à partir de la grande bascule énergétique, aujourd'hui nous parlons de la transition énergétique, l'Union européenne comprend à son tour une réalité stratégique fondamentale. Si l'Europe ne sécurise pas ce chaîne d'approvisionnement, elle deviendra dépendante des grandes puissances, notamment de la Chine. Or, l'Europe est un grand marché industriel. L'Europe est un grand consommateur des technologies vertes. L'Europe est un acteur majeur dans la transition énergétique. Elle ne peut donc pas se contenter de certificats flous ou de minéraux à l'origine douteuse. C'est dans ces contextes que naissent les nouvelles lois européennes sur la traçabilité et la responsabilité des entreprises. Ici, les nouvelles lois européennes sur la traçabilité et la responsabilité des entreprises. Ici, comment expliquer ça très bien? Ces lois européennes reposent évidemment sur trois principes. La première idée, la responsabilité directe de l'entreprise. En Europe, désormais, une entreprise n'est plus seulement responsable de ce qu'elle fabrique. Une entreprise, elle est aussi responsable de ce qu'elle achète. Waouh! Ça signifie quoi? Si un minerai est lié à des violations des droits de l'homme, si sa provenance est douteuse,
Si sa route est opaque, l'entreprise peut être sanctionnée même si les problèmes aient lieu loin du territoire européen. C'est une rupture majeure. Alors qu'avant, on pouvait dire ce n'est pas notre problème. Et aujourd'hui, cette excuse n'est plus acceptée. Deuxième idée, la traçabilité des bouts en bout qu'on a vu, que vous avez lu dans l'accord. L'Europe ne se contente plus de savoir dans quel pays le minerai est exporté. L'Europe veut savoir d'où il vient précisément, par où il est passé, qui l'a manipulé. Et donc, où il a été transformé, dans quel produit final il a été retrouvé. C'est ce qu'on appelle en français simple la traçabilité de la mine jusqu'au produit fini. Et donc, dans ce système ici, le mélange devient un problème, tout simplement. Le transbordement devient suspect et le passage par des pays intermédiaires pose beaucoup de questions. Ces modèles tuent lentement, mais sûrement, les commerces basés sur le flou. La troisième idée, des sanctions réelles. Les lois européennes ne sont pas seulement déclaratives, elles prévoient également des amendes, des interdictions de marché, des poursuites judiciaires, des atteintes sérieuses à la réputation de l'entreprise. Pour une grande entreprise européenne, payer une mauvaise traçabilité devient plus coûteux que d'investir dans une chaîne d'approvisionnement propre. Et voilà ce qui change complètement la donne. Désormais, les lois américaines obligent à la transparence, les lois européennes obligent à la responsabilité. Les deux systèmes se complètent. Un pied gauche, un pied droite, nous marchons. On ferme ainsi la porte qui permettait hier des contournements. Hier, un minerai pouvait être nettoyé par un certificat délivré par les Rwandais. Aujourd'hui, on demande des preuves croisées, les audits, des contrôles indépendants. Dans ces contextes ici, les Rwandais commencent à perdre son avantage. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'est pas la source principale. Parce que le Rwanda ne contrôle pas la totalité de la production. Parce que le Rwanda dépend du Congo pour les volumes réels. Et dans un système de traçabilité approfondi, l'intermédiaire devient le maillon faible. Plus les lois sont exigeantes, plus il devient rationnel pour les entreprises et de traiter directement avec le pays producteur. C'est à ce moment-là que la stratégie change. Les entreprises américaines et européennes ne cherchent plus le chemin le plus discret, elles cherchent le chemin le plus direct, le plus stable, le plus contrôlable. C'est ainsi que la République démocratique du Congo retrouve progressivement sa place. Mais pour que ce retour soit complet, il faut encore une chose essentielle. Des routes nouvelles, des infrastructures nouvelles qui contournent évidemment définitivement les anciens circuits. C'est ce que nous allons voir là maintenant avec un élément clé de la nouvelle géopolitique régionale. Nous parlons des corridors stratégiques, notamment les corridors de Lobito et les routes via la Zambie. Très important. Chers amis, les États-Unis suivent désormais le Congo, ils ne suivent plus le Rwanda. Tant qu'un Congolais ne comprend pas ça, moi je reviendrai toujours pour répéter. Les Américains ne suivent plus les Rwandais. Les gens disent
Rwanda, partenaire stratégique de la RDC depuis 30 ans. Oui, c'est un cycle. Le cycle vient de basculer parce que les enjeux sont aujourd'hui en RDC, tout simplement. OK? Alors, à ce stade du raisonnement, une chose devient évidente. Les centres de gravité ont changé. Pendant longtemps, les États-Unis et leurs entreprises ont travaillé autour du Congo et non avec les Congos. Vous comprenez? Ils utilisaient des intermédiaires, des pays de passage, des certifications indirectes. Pourquoi? Parce que le Congo était instable, parce que le risque était élevé et parce que à l'époque, le Congo n'était pas encore indispensable. Mais avec la transition, je répète, avec la transition énergétique, cette logique ne tient plus. Aujourd'hui, pour les États-Unis, une question centrale se pose. Comment sécuriser l'accès de minerais stratégiques sans dépendre d'intermédiaires fragiles ou politiquement explosifs? La réponse est claire, il faut aller à la source. Il faut aller sur place. Et la source, ce n'est pas les Rwandais. La source, c'est la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que l'on observe aujourd'hui plusieurs changements profonds dans la stratégie américaine. Quelles sont ces stratégies américaines dont nous sommes en train d'observer actuellement? Où certaines personnes observent parce que tous ne voient pas la même chose. Premièrement, nous parlons du retour des entreprises américaines vers la RDC. Ils y retournent. Ils sont tous partis en 2010. Là, ils y reviennent. Ils ne reviennent pas dans les désordres, mais dans un cadre structuré, encadré juridiquement. On observe de signatures de partenariats directement avec Kinshasa, avec l'État congolais, portant le minerai stratégique, le chaîne des valeurs et les infrastructures. Vous comprenez? Les Américains ont voulu qu'on négocie avec les Rwandais. Nous n'avons pas négocié avec les Rwandais, nous avons signé l'accord de paix avec les Rwandais. La paix, la paix, la paix, la paix. La paix, mon ami, comprenez qu'il s'agit de l'accord de paix. L'accord de paix, c'est la paix. L'accord de paix, ce n'est pas l'accord minéré. Nous avons signé l'accord de paix qui a été signé, je pense, le 27 juin avec les deux ministres des Affaires étrangères. Et là, ça a été ratifié, si vous voulez, ça a été sanctionné par les deux présidents. Donc, il n'y a rien de changé. L'accord de paix, la paix. Chers amis, vous comprenez? L'accord de paix. Ce qui a été signé après avec les États-Unis, là, c'est l'accord économique. L'accord historique économique, ça a été signé avec les États-Unis, pas avec les Rwandais. Donc, les amis, troisième position, alignement avec les lois européennes. Enfin que les entreprises américaines et européennes respectent le même standard de traçabilité et de responsabilité. Dans cette nouvelle configuration, le Rwanda change de statut. Comprenez ça très bien, cher ami. Il n'est plus un passage obligé. Il n'est plus un facilitateur discret. Il n'est plus un hub incontournable. Le Rwanda devient un acteur secondaire. Le Rwanda devient un acteur sous surveillance. Le Rwanda devient parfois considéré comme un facteur de risque lorsqu'il persiste dans des pratiques opaques. Et donc, il faut comprendre une chose essentielle et géopolitique. Les alliances ne sont pas éternelles. Oh, c'est un allié stratégique avec les Américains. Les Américains ne vont jamais laisser les Rwandais. Les alliances, même les mariages,
les plus beaux mariages, ça peut casser. Les alliances sont toujours stratégiques. Et quand il n'y a plus de substance, on se sépare. Les gens pensent que la France restera éternellement derrière les Rwandais. Même si les enjeux deviennent sérieux ailleurs. Les gens se disent, les Rwandais dictent, commandent, donnent des injonctions aux Français. Des amis, c'est que vous ne comprenez pas la géopolitique. Les alliances ne sont pas éternelles. Elles évoluent selon les intérêts stratégiques. Le Rwanda a longtemps été utile, c'est vrai, militairement, régionalement, logistiquement. Est-ce que vous attendez que le Rwanda a été un allié stratégique économiquement avec les États-Unis? Vous avez déjà entendu quelque part comme l'alliance entre l'Arabie Saoudite, là où est né le pétrodollar, est-ce que le Rwanda était stratégique au même niveau qu'Israël, au même niveau que l'Arabie Saoudite, au même niveau que le Qatar, au même niveau que la Thaïlande, au même niveau que la Corée du Sud? Ok? Jamais ce n'était qu'un acteur, un partenaire politique, militaire, dans le but de garder une stabilité régionale. Donc, le Rwanda a longtemps été utile dans la dimension militaire, régionale, logistique, mais lorsque son rôle entre en contradiction avec la traçabilité, la stabilité régionale, la sécurisation de chaînes d'approvisionnement, alors il devient un problème, pas une solution. Donc ce n'est pas une question de moralité, c'est une question d'intérêt tout simplement. Les États-Unis n'ont pas besoin d'un revendeur intermédiaire pour le moment. Ils n'ont pas besoin d'un pays qui mélange et qui transforme et qui blanchit les minéraux pour aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'un acteur contesté par des rapports internationaux. OK? Ils ont besoin. Je réponds tout simplement très rapidement à notre ami Matt Motivation. Vous savez, cher ami, les changements ne verront pas les jours là maintenant. Parce qu'on parle de créer des corridors, l'hôpital, on parle de mettre en place le port de Banana à eau profonde. On parle d'un corridor qui va relier la RDC et la Zambie. On parle des infrastructures, des routes, des rails, la création ici des entrepôts. Donc, si vous vous attendez manger du miel dans 6 mois, vous vous trompez. C'est ça que vous devez savoir. C'est un projet. Les grandes puissances vont injecter l'argent pour ce qu'on appelle mettre en place ce qu'on appelle les fondations. Les fondations d'abord. Les fondations ne se voient pas. Comprenez? Les fondations ne se voient pas. Mais les fondations, c'est le plus important, sinon la maison tombe. Quand on met les fondations, si on ne connaît pas la valeur ou l'importance des fondations, on va se demander, mais pourquoi vous restez aussi longtemps là? Parce qu'il faut que la maison ne soit pas construite sur du sable. OK? Donc, ne vous attendez pas aujourd'hui de manger du miel avec ce nouveau contrat ou ce partenariat avec les États-Unis. Vous comprenez, mon ami? Donc, je disais que les États-Unis ont besoin d'un fournisseur central. D'un État capable d'assurer un minimum d'ordre,
d'une administration qui peut être encadrée, appuyée et formée. Et c'est ici que la RDC entre dans une nouvelle phase. La RDC n'est plus seulement un pays aidé, elle devient un pays stratégique. Mais il faut faire attention. Ce statut ne signifie pas que tout va devenir facile pour la RDC. Au contraire, un pays stratégique attire les investissements. Un pays stratégique attire les investissements, mais aussi les pressions, les exigences et parfois les contraintes. Vous comprenez? C'est exactement ce qui s'est produit dans l'histoire avec l'Arabie Saoudite pour le pétrole. C'est exactement ce qui s'est passé notamment avec le Qatar pour les gaz ou la Corée du Sud pour l'industrie. Dans tous ces cas, les grandes puissances n'ont pas laissé les chaos s'installer parce que les chaos auraient bloqué leurs propres économies forcément. C'est cette comparaison historique que nous devons approfondir, voir, et pour qu'on puisse situer effectivement où se trouve la RDC aujourd'hui. Vous avez d'abord ce qu'on appelle du pétrole aux minerais stratégiques. Pourquoi les grandes puissances ne laissent jamais tomber un pays clé? Un pays stratégique, si vous voulez. Pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui autour de la RDC, il faut regarder l'histoire mondiale. La géopolitique fonctionne par cycle. Ça ne fonctionne pas par émotion, mon ami, motivation. Hier, le monde a basculé avec le pétrole. Aujourd'hui, il bascule avec le minerai stratégique qu'on trouve en RDC. Vous avez un précédent au niveau du pétrole parce qu'il recule un peu derrière. Dans les années 1970, le monde industriel dépend presque totalement du pétrole. Quand l'approvisionnement est menacé, les économies occidentales tremblent. Donc, on protège le pétrole. C'est à ces moments-là que se met en place ce qu'on appelle en français simple le système du pétrole payé en dollars. OK? Concrètement, le pétrole est vendu en dollars américains. Le pays producteur réinvestisse une partie de cet argent dans les banques et obligations américaines. En échange, les États-Unis garantissent la sécurité et la stabilité du système. Résultat, l'Arabie Saoudite devient politiquement protégée, économiquement intégrée, stratégiquement indispensable. Est-ce que le pays est parfait? Loin de là. Mais il est central, donc il est structuré, ce pays est encadré, ce pays est stabilisé parce que il fait partie du maillon, il est le pivot parce que le pétrodollar naît avec l'Arabie Saoudite. Vous comprenez que même logique pour les Qatar avec son gaz. Même logique pour la Corée du Sud avec son industrie. Et donc, quand un pays détient une ressource vitale pour le monde s'organise autour de ce pays en question pour l'organiser. Le parallèle avec les Congo aujourd'hui, le rôle que le pétrole jouait hier est en train d'être joué aujourd'hui par les cobaltes, les cuivres et d'autres minéraux indispensables aux batteries et aux réseaux électriques. Beaucoup de Congolais bazoé bangoté ne comprennent pas ça. Sans ce minerai, pas de voitures électriques. Sans ces minéraux, pas de stockage d'électricité, pas de transition énergétique. Et le Congo se retrouve, qu'ils veulent ou pas, que le Congolais ne le veulent ou pas,
puisque pas de voitures électriques, pas de stockage d'électricité, pas de transition énergétique sans le minerai congolais. Donc le Congo doit se retrouver à Lingangote. Le Congo sera sécurisé parce que le Congo est le moteur, le poumon de l'économie mondiale de la transition énergétique, comme ce fut le cas avec l'Arabie Saoudite, le Qatar avec son gaz, avec la Corée du Sud avec son industrie. Ce que cela signifie concrètement, cher ami, le monde ne peut plus accepter une instabilité permanente au Congo parce que le Congo détient l'or noir. Le pillage désorganisé devient incompatible avec le chaîne industriel moderne. Les grandes puissances ont intérêt à un minimum d'ordre, de transparence et de continuité. Attention, attention. Cela ne signifie pas que le monde devient soudain généreux avec les Congolais. Cela signifie que les intérêts mondiaux poussent à la stabilisation. Non par amour du Congolais, mais par nécessité, parce que le Congo devient le cœur dans un corps. C'est une logique froide, mais c'est ça la vérité, cher ami. Les États-Unis ne vous aiment pas. Qui a dit que les États-Unis vous aiment? Qui a dit que les États-Unis sont là pour punir les Rwandais? Qui vous a dit qu'ils sont là pour traduire les Rwandais en justice? Qui vous a dit qu'on cherche à inclure dans l'accord de paix la responsabilité des Rwandais? Qui vous a dit ça? On vous a dit que l'accord de paix est produit par un tribunal. On vous a dit qu'ils sont passés au Qatar là-bas. Les deux ministres des Affaires extérieures sont passés devant un juge pour produire le préaccord. On vous a dit qu'ils ont vu le juge. Ils sont passés au juge d'assises, je ne sais pas où. Non. Donc, dans l'accord de paix, vous ne verrez pas un coupable là-bas puisque vous cherchez la paix. Est-ce que vous comprenez? Après, si vous voulez maintenant tenter des poursuites après l'accord de paix, si vous voulez maintenant poursuivre ce pays, il y a des instances, il y a des entités. Allez-y après. Mais pour l'instant, c'est d'abord l'accord de paix. Donc, les amis, cela signifie que les intérêts mondiaux poussent à la stabilité. Mon ami, si vous regardez le Rwanda émotionnellement, si vous regardez les États-Unis émotionnellement, alors que eux n'en ont que faire de vos émotions, les Américains n'en ont que faire de vos émotions. Le monde ne tourne pas autour des émotions. Gardez vos émotions pour vos frères. Gardez vos émotions pour votre famille, les Congolais. N'allez pas chercher à ce que les grandes puissances aient pitié de vous. Les grandes puissances regardent, est-ce que vous entrez dans la chaîne de leurs intérêts? Les grandes puissances regardent, est-ce que vous avez des éléments, c'est ça la géopolitique d'ailleurs, est-ce que vous avez quelque chose qui nous intéresse? Si vous n'avez rien qui nous intéresse, vous pensez qu'on va gaspiller notre temps à venir vous aider? Non, je parle des rapports entre pays. Je parle des intérêts. OK? Des intérêts. Vous demandez aux Américains de sanctionner le Rwanda parce que le Rwanda vous a détruit, etc. Mais ce n'est pas ça le rôle de l'accord de paix.
porter plainte après à la CPI ou je ne sais pas où. Mais d'abord, passons le cap. Devenez totalement incontournable. Cherchez d'abord l'objectif. L'objectif, c'est la sécurisation d'abord de l'Est. Est-ce que l'Est est sécurisé? D'accord. Est-ce que nous avons signé des contrats avec des grandes entreprises? OK. Est-ce que nous avons suffisamment armé l'armée? OK. Donc nous sommes devenus forts. Et une fois que nous sommes devenus forts, on attaque en justice les Rwandais. Vous comprenez? On attaque en justice les Rwandais. Laissez d'abord toutes ces entreprises venir en RDC. Comme la Chine a fait. La Chine a dit aux entreprises occidentales, venez, venez, venez. On ne rend pas riche des psychopathes qui veulent nos terres. Bon, je pense que vous êtes dans une dynamique émotionnelle. Je crois qu'on ne va pas se comprendre. Moi, je vais avancer. Alors, cher ami, ce que cela change par rapport au passé, avant les Congos pouvaient être contournés, les Rwandais pouvaient servir d'écran, les certificats suffisaient pour les grandes puissances, pour les entreprises. Et aujourd'hui, la source doit être sécurisée. OK? La traçabilité doit être réelle et les routes doivent être tout simplement directes. Le Congo commence donc à être traité non plus comme un simple territoire à exploiter, mais comme un pays pivot, un nœud stratégique, un acteur central de l'avenir énergétique. Mais cette centralité a un prix. Cette fois, le monde ne se contente pas de prendre. Le monde exige pour la RDC des règles, une administration fonctionnelle, une stabilité minimale. C'est l'exigence. Et c'est là que les Congolais doivent être lucides. En d'autres termes, être stratégique n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Cher ami, la responsabilité, le message final à nous les Congolais, comprendre le loi pour reprendre le contrôle. Ce dernier chapitre est le plus important, chers Congolais, chers Africains, parce qu'après l'analyse, vient évidemment la compréhension, parce qu'il nous faut comprendre. Et après la compréhension, nous devons imprimer le choix. Depuis le début, une chose doit être claire à l'esprit, à chacun des Congolais que nous sommes. Les lois américaines et européennes ne sont pas des lois morales. Ce sont des instruments des puissances. Je reprends. Les lois américaines et les lois européennes ne sont pas des lois morales. Nous ne tablons pas sur la moralité. Ce sont des instruments des puissances. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez pleurer tous les jours. Et donc, la loi Dodd-Frank n'a pas été conçue pour sauver la RDC. Elle a été conçue pour protéger les entreprises américaines d'abord. Les lois européennes sur la traçabilité n'ont pas été écrites pour faire plaisir à la RDC ni à l'Afrique. Elles ont été écrites pour sécuriser l'avenir industriel de l'Europe. Point barre. Chacun va tabler sur ses intérêts. OK? Vous avez vos lois, d'accord? Comment nous, les Congolais, nous allons profiter de ces lois. Donc hier, ces lois pouvaient être contournées par le mélange de minerais au Rwanda, par de certificats superficiels au Rwanda, par de pays intermédiaires comme les Rwandais. Aujourd'hui, ces contournements deviennent de plus en plus difficiles. Pourquoi? Parce que les États-Unis exigent la transparence. L'Europe exige la responsabilité. Les entreprises exigent la sécurité. Les infrastructures exigent la cohérence.
Et donc, la traçabilité moderne ne regarde plus seulement le papier, elle regarde le chemin, la source, la transformation et les produits finaux. Et donc, dans ces nouveaux mondes où nous sommes en train d'aller, le Congo n'est plus un pays que l'on peut ignorer. Le pays est devenu, la RDC est devenue le cœur de batterie, le socle des réseaux électriques, la clé de la transition énergétique mondiale. Cela signifie que les grandes puissances ont intérêt à un Congo qui fonctionne. Est-ce que nous comprenons ça? Les grandes puissances ont intérêt à stabiliser la RDC coûte que coûte. Une RDC fonctionnelle avec des routes, des autoroutes, avec des rails, avec des ports, des corridors, comme en Arabie Saoudite, comme au Qatar, comme au Japon, comme en Corée du Sud. Mais, attention, à une illusion dangereuse. Attention. Personne ne développe le Congo à la place des Congolais, ma chère Motivation Afrique. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, les autres puissances suivent leurs intérêts à eux d'abord, adaptent leur stratégie à eux, protègent d'abord leurs industries. Leurs intérêts actuels coïncident partiellement avec la stabilité du Congo. Mais ce n'est pas une garantie éternelle. Ça peut changer, ça peut basculer, ça peut passer demain un autre cycle. C'est une fenêtre historique. Cette fenêtre peut être utilisée pour imposer plus de transformations locales, exiger des usines, créer des emplois, structurer l'administration, renforcer la souveraineté. Cette fenêtre dont la RDC peut entrer, imposer plus de transformations locales. On l'impose parce que les matières sont chez nous et vous avez besoin de ces matières. Nous voulons donner une valeur à ces matières. Si vous venez, nous vous prions de créer ici des usines. Nous vous demandons ici de communiquer tout simplement la technologie. Nous vous demandons ici de créer de la valeur ajoutée. C'est ce que les Chinois ont fait. C'est ce que l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est ce que c'est quoi ce pays encore? C'est ce que la Corée du Sud a fait. Est-ce que nous comprenons? Donc, cette fenêtre peut être gaspillée par la corruption. Cette fenêtre peut être détruite par la division des Congolais, par l'aveuglement politique. Dubaï également. Le Rwanda a bâti son modèle sur l'intermédiaire. Ces modèles étaient possibles hier. Il devient obsolète aujourd'hui, non pas parce que quelqu'un l'a décidé politiquement. Ce n'est pas parce que les États-Unis se sont réveillés un matin et ont dit, bon, maintenant, on change. Mais parce que le système mondial a changé tout simplement. Le Congo, lui, n'a plus le luxe de la passivité. Nous comprenons. Car désormais, le monde regarde le Congo non pas par compassion, mais par nécessité. La question n'est plus pourquoi le monde nous a abandonnés hier. La question est, que faisons-nous maintenant que le monde ne peut plus nous ignorer? Que faisons-nous maintenant que le monde est obligé de passer par nous?
C'est à cette question que les Congolais doivent répondre avec lucidité, avec unité et surtout avec une compréhension claire de loi, des intérêts et des rapports des forces mondiales. Chers amis, nous avons terminé notre dialogue. Je crois que tout est clair. Le travail reste aux Congolais. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Ici, personne n'a décidé politiquement de nous venir en aide. Mais c'est le monde qui a décidé. Comme on dit, c'est l'environnement qui a décidé. D'autres parlent de macro-environnement. Et nous nous disons que ça a basculé. Personne n'a décidé. Mais à nous maintenant de décider, de changer les choses et surtout de nous unir. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour d'autres analyses. Merci. Bye bye. Ciao. À bientôt.